Euh, Bonjour à toutes et tous. Donc, d'abord, merci pour cette invitation, puisque je peux profiter d'une belle journée autour du lac d'Annecy. Ça, c'est tout à fait magnifique. Donc, on m'a demandé de traiter la question générale de l'alignement pédagogique, mais comme je sais qu'elle est par ailleurs traitée de façon assez classique, je vais prendre le point d'entrée un peu différent, à savoir celui de l'évaluation des acquis, qui est plutôt d'ailleurs mon domaine de spécialité en recherche. Et je essaierai de vous montrer tout au long de cette présentation qu'en réalité, la réflexion sur l'évaluation des acquis des étudiants est souvent le parent pauvre de nos réflexions pédagogiques, et que nous avons tort de laisser cet aspect-là sur le côté ou dans l'ombre, car, pour plagier honteusement André Malraux, l'innovation pédagogique touchera à l'évaluation ou ne sera pas. J'espère que ça vous fait réfléchir. Mais je pense qu'effectivement, et alors je me suis amusé à essayer d'aller voir les petites définitions qui se trouvent sur des post-it, et c'est un petit peu la même chose. Le terme évaluation n'apparaît que 3 fois, et ça veut dire qu'on pense ces pratiques pédagogiques, on pense innovation pédagogique en termes de soit de grandes finalités, il faut rendre les étudiants critiques, il faut les adapter au monde de demain, etc., etc., c'est magnifique, soit en termes de dispositifs, il faut davantage faire de l'apprentissage par problème, il faut utiliser Geniali, etc., c'est fantastique, et la question de comment euh, l'évaluation des acquis des étudiants à l'issue de ces activités sera organisée et laissée dans l'ombre, et vous allez voir qu'à ce moment-là, on a un retour du bâton absolument extraordinaire. Alors, j'aurai 3 parties tout à fait inégales en quantité dans ma présentation. La première partie, je vais essayer de vous montrer effectivement cette espèce de trou noir de réflexion pédagogique. La deuxième partie, je vais essayer de vous sensibiliser au fait que, au contraire, ça devrait peut-être être une des premières questions à se poser. Et là, j'évoquerai un certain nombre de recherches qui montrent à quel point les étudiants, leur pratique d'études et puis, in fine, leurs acquis, c'est-à-dire ce qu'ils retiennent de leur passage, dépend des conditions de l'évaluation. Et puis, on essaiera de tirer, dans la troisième partie, quelques conséquences en termes de défis pédagogiques à relever. Alors, petite précision utile, donc mon PowerPoint n'était pas tout à fait prêt, mais maintenant il est prêt. Et donc, vous en recevrez une copie le plus rapidement possible, avec y compris donc, toutes les références aux recherches que j'évoquerai pendant ma présentation. Alors, je ne vais pas entrer dans trop de détails sur cette première partie, mais franchement, on a réalisé avec un collègue une analyse de contenu sur un certain nombre de projets d'innovation pédagogique qui étaient déposés en réponse à un appel d'offres. Et donc, on s'est amusé à faire une analyse de contenu traditionnelle en essayant de repérer quelles étaient les logiques d'innovation qui étaient à l'œuvre de la part des personnes qui présentaient un certain nombre de projets. On a relevé un certain nombre de logiques, 5 logiques. Une première logique qui est une logique de libération de l'innovation, en se disant, voilà, on doit changer, parce que l'enseignement antérieur ne semble plus répondre à un certain nombre de défis, de besoins, de finalités. On ne sait pas trop comment on doit changer, mais en tout cas, il faut arrêter d'enseigner comme au Moyen-Âge. C'est un beau programme, ça. Deuxième logique, c'est de remédier à des lacunes qu'on a pu observer auprès des étudiants. C'est une logique de remédiation. Troisième logique, une logique de compétence. On en parlera tout à l'heure un peu plus longuement, à savoir rapprocher les formations de l'enseignement supérieur à des exigences ou des attentes du monde professionnel. Quatrième logique d'intégration des enseignements. Vous savez qu'on est tous en train de se plaindre du fait que les étudiants travaillent par tiroir, mais en fait, on enseigne par tiroir, donc c'est assez logique qu'ils travaillent par tiroir aussi. Donc, comment intégrer davantage les enseignements. Et enfin, une cinquième logique beaucoup plus transversale, c'est d'ouvrir le monde de l'enseignement supérieur à des questions de citoyenneté. On a évoqué hier, par exemple, la question du développement durable en particulier. Alors pourquoi est-ce que je dis le retour de bâton est fort? Parce que quand vous avez des intentions en tant qu'innovateur ou tout simplement en tant qu'enseignant à mettre en place un certain nombre de pratiques pédagogiques, si vous négligez trop la question de l'évaluation, et si vous ne la mettez pas au centre même de vos occupations, en fait, elle vous reviendra à la figure, pour une raison toute simple, que la recherche a montré depuis 30 ans. Je vais essayer de vous
vous montrer plus en détail, c'est que les étudiants sont, et je n'ai pas peur de le dire, compulsivement pilotés par les conditions mêmes de l'évaluation, et on y reviendra tout à l'heure, c'est un mot qui est important, par leur perception des conditions d'évaluation. Autrement dit, dans la troisième partie, je vous montrerai qu'il ne suffit pas de travailler sur les dispositifs, il faut encore travailler sur les représentations qu'ont les étudiants des dispositifs. Et ceci n'est pas nécessairement égal à cela, on peut avoir des écarts assez importants. Je donnerai un exemple sur la question du portfolio en particulier. Alors, quelques exemples qui ont été étudiés par la recherche dans ces dernières années. Je vais en prendre 3 pour ne pas être trop long. L'impact des conditions d'évaluation sur ce qu'on appelle les croyances épistémiques. Donc les croyances épistémiques, c'est en gros les croyances que les étudiants ont de la nature du savoir et de la manière dont ce savoir a été construit ou est encore construit. Et c'est toute la question à l'heure actuelle qui est très chaude, hein, la question du rapport à la vérité, du rapport au réel. Hein. Les discours que nous enseignons sont-ils des descriptions objectives du réel, des interprétations du réel, des points de vue du réel, etc. etc. Tout ça suppose que l'étudiant développe, en tout cas pendant son enseignement supérieur, des croyances plus ou moins adaptées aux épistémologies et différentes disciplines. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a montré que ce qui influence le plus ces croyances épistémiques, ce n'est pas le discours de l'enseignant, ce n'est pas son cours d'épistémologie, c'est la manière dont ses connaissances sont évaluées. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de dire? Je pense que non, après la pause café, vous êtes un peu abattu. Mais ce n'est pas du tout notre discours, ce ne sont pas nos pratiques pédagogiques, c'est nos pratiques d'évaluation de leurs acquis. D'accord? Même chose pour ce qui est de l'approche et des pratiques d'études. On sait maintenant très bien que je prends un exemple un peu simple et un peu caricatural, mais pour avoir des étudiants qui développent des pratiques d'études stupides, il suffit de poser des questions stupides. C'est immédiat. Ils deviennent tous idiots. Vraiment, d'accord. Alors, l'inverse est un peu plus compliqué à obtenir, mais on verra qu'il y a quand même quelques pistes. C'est assez radical. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, in fine, ça rejaillit sur la question des acquis. C'est-à-dire que ce qu'ils apprennent est très différent en fonction de leur perception de la manière dont ce qu'ils apprennent va être apprécié. D'accord? Alors, prenons des exemples un peu concrets. Le QCM. Ah, ça c'est l'outil pédagogique par excellence, donc, le fameux questionnaire à choix multiples, hein, avec éventuellement retrait de points négatifs, etc. etc. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand un enseignant est en train d'imaginer un QCM, il doit évidemment, c'est logique, se focaliser sur les qualités mêmes de son outil. D'accord? Et une des qualités, ce n'est pas la seule, hein, mais une des qualités exigées par un QCM, c'est ce qu'on appelle la décidabilité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir répondre oui, non, 1, 2, 3, 4. Vous me suivez? On ne doit pas pouvoir dire oui, peut-être un peu le 1, mais aussi le 3, etc. Ça va pas, c'est pas possible. Ça veut dire que, sans peut-être qu'ils s'en rendent compte, ça va influencer le concepteur du QCM à élaborer des distracteurs qui soient tout à fait faux. Il est sûr de son coup. Si un étudiant coche celui-là, il peut aller au tribunal, à la Cour européenne de justice. C'est faux et c'est indubitablement faux. Et évidemment, il a intérêt aussi à ce que la bonne réponse qu'il propose soit parfaitement bonne. Quand est-ce que ça arrive dans la vie, ça? Jamais. D'accord? Au bout d'un certain nombre de confrontations des étudiants à des QCM de ce type-là, il y a moyen qu'ils ne soient pas de ce type-là, etc., eh bien, on va privilégier une conception qu'on appelle dualiste. Hein, c'est le premier stade des croyances épistémiques. Ça a été beaucoup étudié par Perry, un Anglais, dans les années déjà 80-90. Il a remarqué que les étudiants entraient traditionnellement dans l'enseignement supérieur avec des conceptions très dualistes, c'est-à-dire qu'une affirmation, quelle qu'elle soit, est juste ou fausse, point. Un point de vue sur le monde
par exemple offert par un économiste dans le cadre d'un modèle de tel ou tel paradigme économiste, est juste ou faux. D'accord? Et que l'évolution qu'il doit faire progressivement, c'est évidemment de se rendre compte que une conception, bien sûr, on peut évaluer son degré de véracité, mais on ne l'évalue jamais qu'en fonction d'un cadre donné. C'est pour ça ce qu'on appelle l'épistémologie relativiste. Eh bien, ce passage à l'épistémologie relativiste chez les étudiants est freiné véritablement par un usage intensif de QCM. Je ne sais pas si je suis clair. Ça veut dire donc que nos manières ou nos pratiques d'évaluation transmettent un certain nombre d'indications sur, d'une part, ce qui est évidemment attendu, mais au-delà de ce qui est attendu, sur la manière même de préparer l'évaluation et donc d'étudier et donc d'apprendre. Beaucoup, beaucoup plus que ce que l'enseignant va dire. Il peut parallèlement avoir un très beau cours sur l'épistémologie relativiste, ça ne sert à rien. Les étudiants vont écouter poliment, mais ils vont être à l'affût, ils vont être pilotés compulsivement des pratiques d'évaluation effectives. Un autre exemple, voilà, excusez-moi, c'est la question, donc la fameuse question des approches. Alors depuis aussi très très longtemps, ce sont des collègues suédois, si mes souvenirs sont bons, de l'université de Göteborg dans les années 70-80. Ils ont observé, c'était parmi les premières recherches d'ailleurs en pédagogie de l'enseignement supérieur, ils ont observé la manière dont les étudiants travaillaient effectivement, dans une approche assez phénoménologique, c'est-à-dire pas avoir des théories de psychologie cognitive qu'on viendrait calquer sur leurs pratiques, mais les faire parler, leur demander comment eux-mêmes se positionnent par rapport à leur apprentissage en enseignement supérieur. Et au fur et à mesure de leurs analyses, ils ont proposé 3 types d'approches. Alors ce ne sont pas des types d'étudiants, il faut faire attention parce que parfois on confond un peu, ce sont bien des types d'approches. Un étudiant peut d'ailleurs développer peu ou prou telle ou telle approche dans tel ou tel cours différent. On va le voir ensemble, bien sûr en fonction du contexte, mais aussi en fonction des pratiques d'évaluation. Alors en gros, si vous ne connaissez pas trop cette typologie, je rappelle un peu son organisation, parce que vous la trouverez très très fréquemment utilisée dans des recherches sur l'enseignement supérieur. Vous avez une première approche qu'ils ont baptisée l'approche en surface. Alors ce qui les a marqués dans leur analyse d'un certain nombre d'étudiants, c'est que parfois un certain nombre d'entre eux se focalisaient sur les mots, les phrases, les termes même du discours de l'enseignant, et pas tellement sur le sens. D'accord ? Ce sont par exemple des étudiants qui souvent ont des stratégies d'études assez répétitives, centrées sur la mémorisation, sur le respect d'un discours d'un maître, qu'ils essayent de reproduire quasiment à l'identique, en se disant, et malheureusement ils n'ont pas tort, que s'ils y arrivaient, ils survivraient, et évidemment, le producteur du discours ne pourrait être que content. Vous me suivez? C'est narcissique. Si un étudiant vous dit exactement ce que vous avez dit, vous allez vous dire « Waouh, c'est pas mal ça !» C'est tout à fait juste ce que vous êtes en train de me dire là. Donc il y a un effet qui est assez majeur. Donc ce sont des étudiants qui vont essayer de se centrer sur essentiellement la reproduction, souvent un peu en retrait. Ils entrent dans l'enseignement supérieur, mais ils ont plutôt peur de ne pas être à la hauteur. Par exemple, il y a des études ultérieures qui ont montré que ça avait un petit rapport quand même avec l'estime de soi, avec le sentiment de compétence, etc., etc. Et donc ils vont se centrer essentiellement sur les signes et essayer désespérément de satisfaire aux exigences de l'évaluation en reproduisant un discours et en le renvoyant à son producteur. Alors, sans doute que vous avez déjà de temps en temps observé chez vos étudiants certaines composantes, j'imagine en tout cas, ou alors ça n'existe pas en France, de ce genre d'étudiants. Moi, le plus bel exemple que j'ai jamais eu dans ma vie, c'est à l'oral. Un étudiant qui était un peu perdu dans une explication, puis qui m'a demandé, Monsieur Ormaville, est-ce que je peux m'arrêter? Parce que je suis un peu perdu. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Et deuxième faveur, est-ce que je peux recommencer au début?
ce qui m'a un peu surpris aussi. Je dis oui, pourquoi pas, why not? Et j'ai vraiment eu l'impression de rebobinage, vous voyez? Et puis là, il a retrouvé son début et il était reparti. Donc il me disait un discours. Il ne me disait pas ce qu'il pensait. J'ai essayé de l'arrêter, je l'ai distrait, j'ai fait mais il n'y a rien moyen, c'était pas possible. Il était parti dans son discours. C'est vraiment l'exemple un peu caricatural, évidemment, de l'approche en surface. L'autre approche qui est évidemment extrêmement contrastée, c'est l'approche en profondeur. Ça, ce sont des étudiants qui, au contraire, veulent essayer d'aller au-delà des termes, des mots, et qui vont aller sur le sens. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça en profondeur, sur la signification. Ils sont là pour des choses relativement différentes, apprendre, se former, se préparer, et ils vont centrer, en tout cas, quoi qu'il arrive, sur la signification, leur but étant d'arriver à une compréhension personnelle. D'accord ? Pouvant par là, parfois, d'ailleurs, négliger certaines exigences de l'évaluation. C'est tout à fait possible. Hein. Par exemple, si vous en avez qui recherchent le fil conducteur, la paraphrase, la synthèse personnelle, c'est plutôt des étudiants qui, à un moment donné, en tout cas, développent cette approche en profondeur. Et puis, il y a une troisième approche qui n'est pas d'ailleurs définie sur le même axe. Ça leur a été reproché, mais quoi qu'il arrive, même quand on fait des questionnaires et qu'on essaie de faire des analyses statistiques, on tombe sur cette troisième dimension, qui est une dimension stratégique, où là, l'étudiant est un étudiant plutôt de type caméléon, c'est-à-dire qu'il est capable soit de parfois adopter une approche en surface, soit d'adopter une approche en profondeur, mais lui, il est en fonction de ce qu'on lui demande et en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Il va donc essayer de réussir en utilisant les moyens les plus adaptés sur ce qui va donc lui rapporter. Il va rechercher des informations sur le cours, sur les conditions d'évaluation, sur les tuyaux d'examen. Il va gérer son temps, son effort, etc., pour essayer d'avoir une rentabilité la plus forte de son investissement dans les pratiques d'études. Alors, j'ai une partie donc bibliographie, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on a pu montrer que un certain nombre de caractéristiques, alors bien sûr de l'enseignement quand même, il ne faut pas oublier ça aussi quand même. Par exemple, celui qui fait davantage d'apprentissage par problème ou d'apprentissage signifiant a tendance à orienter davantage aussi les étudiants vers une approche en profondeur. C'est logique puisqu'on essaie de leur montrer que les clés qu'on leur donne, ils doivent les utiliser de manière personnelle pour résoudre des problèmes. Donc, alors ça ne marche pas aussi facilement que ça. On a par exemple des étudiants qui répondent à des dispositifs pédagogiques visant la profondeur de manière très en surface. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire non plus que simplement notre dispositif va automatiquement créer la stratégie de l'étudiant. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il peut mal la comprendre. Ou, ça existe aussi, ne pas partager les a priori de la méthode. Je prends un exemple qui a été beaucoup étudié, c'est la question de l'apprentissage par problème. Dans la plupart des dispositifs d'apprentissage par problème, les étudiants apprennent en partie les uns des autres. Dans la conception de certains étudiants, ça n'a pas de sens d'apprendre à partir d'un pair. Parce que le pair n'est pas suffisamment à même de fournir l'information correcte, voire de la corriger si elle est incorrecte. Ces étudiants-là ne vont encore moins s'y retrouver dans un dispositif d'APP que par rapport à un dispositif magistral. Ça veut dire qu'en fait, ils vont parfois avoir une réponse inverse à celle qu'on cherchait à favoriser. Donc, ça dépend quand même des conditions d'enseignement. Mais ce que la recherche a montré, c'est que ça dépend surtout des conditions d'évaluation. Ça veut dire que vous aurez un groupe d'étudiants, et ça existe, on a des petits tests par exemple, vous pouvez effectivement, avant un enseignement ou avant l'entrée dans un programme, évaluer la proportion d'entre eux qui se déclarent a priori susceptibles de mettre en œuvre principalement une approche en surface, une approche en profondeur, une approche stratégique. D'accord ? Parce qu'ils ont un passé, ils ont des structures de personnalité particulières. Si par exemple ils ont une estime d'eux-mêmes, un sentiment de compétence élevé,
des buts plutôt d'apprentissage et pas de performance, ils vont quand même se diriger majoritairement, je dis bien a priori, vers une approche en profondeur. D'accord ? Et puis après, ils vont regarder. Ils vont attendre et ils vont voir ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas, c'est encore plus intéressant, sur les caractéristiques, les conditions même de l'évaluation des acquis. Et après, ils vont commencer à adapter leur stratégie, particulièrement les stratégiques, bien évidemment, mais pas que, à ce qu'ils perçoivent des conditions d'évaluation. Alors, qu'est-ce qui provoque, en tout cas, qu'est-ce qui a tendance à favoriser, soyons prudents, l'approche en surface? D'accord? Non, c'est pas ça. C'est d'une part des évaluations des acquis qui sont centrées sur la restitution de faits isolés. Alors, le pire des systèmes que j'ai vu, mais ça ne se voit pas en France, hein, c'est le texte à trous. Ah oui, oui. Alors, c'est un collègue. Je dois bien l'avouer, je ne vais pas dire son nom parce que je pense que c'est retransmis, mais un collègue fatigué, ça arrive, hein. Tout le monde peut être au bout de sa vie, comme ça, en fin de semestre, etc. Et se dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, parce que voilà, quand je disais que l'évaluation était un impensé, ça c'est un exemple ultime. C'est impensé jusqu'à la veille de l'examen, et puis il se dit, bon, après tout, pourquoi pas prendre quelques pages de mon polycopier, une petite bouteille de Tipex, toc, 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 hein, et puis, s'ils ont bien compris, s'ils ont bien étudié, ils retrouvent les mots. Ça, c'est épouvantable. En termes soyons précis, hein, c'est épouvantable pourquoi? Pas en tant que tel. C'est épouvantable en termes de messages que je renvoie à mes étudiants sur, un, ce qui va compter, et donc deux, comment ils doivent se préparer à ce qui doit compter. Et donc trois, finalement, à ce qu'ils doivent apprendre. Et c'est les mots. D'accord? La mitochondrie a pour fonction, ces fonctions qui étaient qui était Tipex, pas mitochondrie, il faut trouver fonction. D'accord? Là, en 1 heure, en 2 heures de temps, vous avez les étudiants les plus stupides que vous pouviez jamais imaginer sur la planète. D'accord? Et là, ils sont très très forts. D'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont dit, ok, si c'est comme ça, ça va, on va alors se préparer à. Dans un pays voisin du mien, on m'a dit que certains étudiants en médecine étudiaient non pas les réponses au questionnaire, mais les associations entre le type de question et le distracteur qui était correct. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se préparer à ça, c'est évidemment ne pas du tout s'intéresser à la matière, là on s'en fout complètement, c'est simplement d'essayer d'imaginer, de retenir le plus d'associations débiles de ce genre. Bon. L'évaluation chiffrée, ça paraît un détail, on va se dire, oui, mais quoi? Mais non, ça transparaît aussi vos intérêts, vos a priori, ça fait passer des messages. Par exemple, il est possible, effectivement, de noter des réponses d'étudiants, et un 16, ça veut dire 2 fois mieux qu'un 8. On sait bien que c'est faux, que c'est idiot, que ça n'a aucun sens, mais en attendant, ça fait passer un message, donc ça va inciter les étudiants à essayer d'en faire 2 fois plus pour essayer d'arriver à la note en question. Alors, bien sûr, toute évaluation quantitative, portant sur des nombres, sur des aspects quantitatifs, la charge de travail, c'est très important, ça, on sous-estime ça. Hein. Quand un étudiant se sent dépassé par l'exigence, je vous montrerai tout à l'heure une phrase tout à fait véridique, tirée de l'entretien d'un étudiant, qui dit, voilà, moi je ne m'en sors plus, je vais étudier et puis je comprendrai après. Et c'est je ne m'en sors plus, c'est-à-dire que la charge de travail perçue, encore une fois, qui peut être variable d'ailleurs d'un étudiant à l'autre, est trop importante, on se dirige vers un apprentissage en surface. Et alors, une grande caractéristique, mais là qui est connue depuis aussi 30 ans, chaque fois que vous n'êtes pas clair, chaque fois que vous n'avez pas exactement précisé les conditions et les procédures d'évaluation des acquis, vous entretenez un flou, et dans le flou, l'étudiant va se raccrocher à ce qu'il peut, c'est-à-dire en se disant, bon, moi je comprends pas ce qu'il me veut là,
Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que si je lui redis ce qu'il a dit, je ne vois pas pourquoi il devrait se dédire. Ça, c'est sûr, dans tous les cas de figure. Et donc, dès qu'on a des exigences qui sont extrêmement diffuses et implicites, on encourage aussi l'apprentissage en surface. Alors, quelques petits exemples. Alors, ça, c'est une recherche assez étonnante quand même, parce que les chercheurs ne pensaient pas avoir des effets aussi importants avec aussi peu de choses. C'est une étude qui a été réalisée dans un pays scandinave, si mes souvenirs sont bons, c'est en Norvège. Et dans ce système d'enseignement supérieur, ils avaient l'habitude d'avoir un système de conclusion d'évaluation qui se limitait à un pass-fail. Hein, réussi, pas réussi, l'équivalent pour les compétences, acquis, pas acquis, etc. Ils ne faisaient pas de distinction au-delà de ça. Entre nous, en matière d'évaluation, c'est ce qui est le plus important. Hein, puisque si l'évaluation, c'est de vérifier que les acquis d'apprentissage sont bien maîtrisés, ben ils sont maîtrisés ou ils ne sont pas maîtrisés. Dire qu'ils sont maîtrisés à 18, à 16, à 17, tout le monde s'en fout. Normalement, en principe, mais bon, soit. Union européenne oblige. Dans les échanges Erasmus, on leur dit fini votre truc intelligent. Il faut être bête, il faut absolument une échelle de 0 à 20. D'accord ? Donc, ils introduisent, forcés et contraints, à l'insu de leur plein gré, une échelle de 0 à 20. Et ils ont l'idée, il faut toujours faire ça en éducation, hein, je vous incite à faire ça le plus vite possible, enfin à chaque occasion possible, c'est de faire une petite recherche là-dessus en disant, tiens, est-ce que ça va, ce seul élément-là, est-ce que ça va influencer les pratiques d'études des étudiants. Et donc, ils font une recherche un peu simple en disant la dernière année du pass Omni, on va faire passer un espèce de petit test apprentissage en surface, profondeur stratégique. Et puis, la première année du pass avec ces distinctions de 0 à 20, on va faire passer exactement la même enquête au même groupe d'étudiants. Vous me suivez ? Comme ça, on a une évolution possible. Ils ne s'attendaient pas à avoir une évolution dans le domaine. Mais là, ils en ont une fameuse. Vous trouvez ici le pourcentage ici d'étudiants qui déclarent a priori, c'est en début d'année, hein, mais quand les conditions d'évaluation ont été évidemment explicitées. Le pourcentage d'étudiants qui déclarent a priori vouloir mettre en œuvre une approche centrée sur la reproduction, donc plus ou moins en surface, et ici sur la production personnelle, donc plus ou moins en profondeur. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est que le simple fait d'annoncer une sophistication de l'échelle même d'appréciation suffit à faire grimper en flèche le pourcentage d'étudiants qui déclarent s'orienter vers une approche en surface. Pourquoi? Mais mettez-vous à leur place. Prouver que la compétence est acquise, on peut le faire assez rapidement, sans entrer dans toute une série de détails tout à fait secondaires. Avoir 12, 14, 16, 18, sommet du chic, 20, il faut en remettre. Et en remettre quoi? Ben, souvent en détail, en date, en fait, en historique, etc., etc. Et donc ils essayent alors d'alourdir le plus possible leurs réponses pour parvenir à ce genre de choses. Donc, ben, ça veut dire qu'il faudra aussi les étudier. Vous voyez mon message, j'espère qu'il devient cohérent. Ça veut dire que ce que nous annonçons, ce que nous faisons même parfois à l'insu de notre plein gré en matière de pratique d'évaluation, va avoir toute une série de conséquences en amont sur ce genre de choses. Alors, un autre exemple, c'est une recherche qui est assez intéressante, d'ailleurs j'y reviendrai tout à l'heure, de Lizio et ses collègues, qui souhaitaient au départ expliquer ici toute une série de choses. Alors, en gros, c'est la moyenne académique de l'étudiant, sa satisfaction par rapport au programme et le sentiment, parce que c'est auto-rapporté, d'avoir développé des compétences un peu génériques, un peu transversales. Vous pouvez déjà observer quelque chose, c'est que l'approche en surface déclarée de la part de l'étudiant a quand même un petit lien non négligeable avec sa moyenne académique.
ce sont des coefficients de régression partielle, celui-là est significatif. Ça, c'est effrayant. Ça a tendance à vouloir dire qu'en réalité, plus ils sont centrés sur la reproduction, mieux ils réussissent. D'accord? Et au contraire, plus ils sont... Enfin, c'est pas négatif, il ne faut pas pousser, mais quand ils sont plutôt orientés vers des stratégies d'apprentissage en profondeur, ils n'ont pas le même effet, enfin l'ampleur, en tout cas l'ampleur de l'effet est un peu différent, sur leur réussite ou leur moyenne académique. Par contre, regardez, ça c'est intéressant, oh la pops, je m'y perds un peu, l'effet est globalement beaucoup plus positif, et beaucoup plus important d'ailleurs, sur leurs acquis auto-rapportés. Mais là, on est dans une situation un petit peu schizophrénique, hein, où quelque part, ils disent, j'ai peut-être pas vraiment eu de très belles notes, mais j'ai beaucoup appris. Je dirais, excusez-moi, mais presque à l'encontre de ce qu'on m'a demandé d'apprendre pour réussir. Là, c'est quand même un peu, on marche sur sa tête. Hein. Mais ce qu'ils ont montré aussi, en amont de tout ça, c'est que alors, ils ont ici cherché une série de variables de présage, hein, c'est-à-dire des variables qui pouvaient éventuellement expliquer les variables qu'ils cherchaient à expliquer par l'intermédiaire d'autres, et il y avait notamment la qualité de l'enseignement, le degré d'adéquation de la charge de travail. Ça, je reviens là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir disposer du temps nécessaire pour faire les choses convenablement? D'accord ? Dès que cette perception devient négative, et autrement dit, dès que la charge de travail est jugée inappropriée, hein, par rapport à éventuellement une approche un peu en profondeur, c'est ce que je vous disais tantôt, on favorise alors de manière assez forte, hein, assez puissante quand même, l'approche en surface. Donc ça, c'est un vrai sujet pour l'approche programme, ça, hein, quand on est exigeant, quand on fait de l'apprentissage par problème, quand on fait de l'apprentissage par projet, quand on fait ceci, quand on fait cela. Est-ce qu'on donne le temps aux étudiants? Non seulement les outils, hein, mais aussi le temps pour qu'ils puissent véritablement s'investir avec l'état cognitif qui est le leur. C'est-à-dire, ce sera sans doute beaucoup plus lent que nous, c'est normal, dans ces activités-là. Alors, en ce qui concerne... En ce qui concerne le côté flou et diffus des exigences, je permettez de prendre moi-même un petit résultat d'une enquête qu'on avait menée auprès d'étudiants de première année. Encore une fois, ça c'est une situation qui n'arrive qu'en Belgique. Je pense que dans un grand pays comme la France, c'est pas possible que ça arrive. Donc vous pouvez, ça c'est une blague belge, vous pouvez rire. Donc à ce moment-là. Et donc l'étudiant me dit, oh là là, sur ma ville, moi je m'y perds, bon, hein, je comprends plus très bien, j'ai quand même bossé comme un Belge, donc, avec acharnement, avec sérieux, etc. Je claque, je me ramasse un 8 pour mon cours d'histoire, avec un commentaire un peu rageur, vous savez, les commentaires rageurs écrits en rouge là, dans la marge. Hein. Voilà, l'enseignant avait dit, identifier à l'avenir les noms, les lieux, les dates, les événements. Faites comme si je ne connaissais rien de ce dont vous parlez. Le type était énervé, hein, ça se sent. Hein. Alors ça, les spécialistes de la communication vous diront que c'est absolument pas naturel. Hein, dans les fameuses maximes de Grice, là, en termes de communication, on sait que dans l'espèce humaine, on a plutôt tendance à adapter notre discours au niveau de connaissance qu'on suppose chez autrui. D'accord ? Donc dans toutes les situations de la vie quotidienne, en général, on va essayer de voir si ça il comprendra, oui, ok, ça il connaît, alors je n'ai pas besoin de lui rappeler, etc., etc. Ici, on bascule dans une situation tout à fait artificielle, où l'étudiant a été confronté pendant des heures et des heures et des heures à un spécialiste, et puis subitement à l'examen, il doit faire comme si c'était un idiot complet. D'accord ? Alors, chez certains enseignants, pas d'autres. D'accord ? C'est ça le problème aussi, c'est que l'étudiant, évidemment, il est perdu, il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire, parce que la même semaine, il avait reçu un même 8, enfin pas un même 8, mais un 8 de niveau équivalent sur 20 en anglais. Alors vous allez me dire, c'est pas la même chose, bien sûr, c'est pas la même chose, avec un commentaire rouge, rageur,
de l'enseignant. Ne me racontez pas ce qui s'est passé. J'ai lu le livre avant vous. D'accord? Et donc, voilà, l'étudiant me dit, voilà, moi je démissionne. je demande à m'exiler quelque part parce que je deviens complètement fou. Mais alors sa conclusion était tout à fait intéressante. Hein. Dans ces conditions, je vais surtout essayer de réussir. J'apprendrai éventuellement plus tard. Et ça, pour nous, pédagogues, si vous êtes ici, c'est que vous avez une âme de pédagogue. C'est terrible d'entendre des choses pareilles. Bien sûr, vous n'entendrez jamais ça en France, mais en Belgique, oui. Nous avons de temps en temps ce genre de réaction qui est terrible, parce que ça veut dire quand même quel impact avons-nous. Bien sûr, c'est un autre corps défendant. Hein. Aucun des deux enseignants ne peut-être se rendre compte exactement de ce qu'il est en train de produire comme effet chez les étudiants. Encore un petit exemple, si j'ai le temps. Il est quelle heure? Oui, il ne faut pas que j'exagère non plus. Hein. C'est assez intéressant parce que ça va un peu plus dans le détail des choses. C'est une recherche qui a porté sur les fameux verbes d'action qui introduisent les questions d'examen. Donc, dans toute bonne formation pédagogique, y compris dans l'enseignement supérieur, on va vous conseiller d'introduire vos questions, vos consignes d'ailleurs, si c'est des travaux, par un verbe d'action qui soit relativement précis. Hein, d'écrire, analyser. Alors il y avait dans les anciennes facultés de lettres gloser. Ça ne veut pas trop bien ce que ça voulait dire. Je vous déconseille le problématiser, parce que vous avez autant de schémas de problématisation que de problématiseurs. Bon, donc, ok. Ils ont pris ces verbes-là dans un enseignement de chimie de première année. Ils ont demandé d'abord à l'enseignant ce qu'il avait en tête quand il a écrit sa consigne. D'accord ? Quand vous dites comparer, vous attendez à quoi ? Quand vous dites prédire, explique, vous attendez à quoi ? Ok. Et puis après, il a demandé, il a recueilli les représentations des étudiants de ces enseignants-là, vous me suivez toujours, juste avant l'examen. Donc, en principe, le contrat didactique aurait dû être clarifié. Et donc, ils ont tout simplement demandé aux étudiants, tiens, si votre enseignant, par hasard, vous pose une question de type comparer, c'est quoi comparer pour vous? Donnez-moi la définition, c'est-à-dire ce que vous devez produire par rapport à une question du type comparer. Et ils ont réparti les réponses des étudiants ici, hein, en une série de catégories. Alors, la catégorie où le contrat didactique fonctionne merveilleusement bien, c'est la définition des étudiants correspond à la définition de l'enseignant. Bah, ça va, ils se sont bien compris, tout va bien, etc. Alors, évidemment, il y a des cas où l'étudiant dit lui-même, c'est inquiétant, je ne sais pas. L'examen dans quelques jours, où il se trompe, hein, voilà, ok, c'est incorrect, etc. Et puis alors, il y a ici, c'est assez intéressant, et vous voyez qu'à partir d'un certain moment, ça va devenir les réponses majoritaires. Ce sont des réponses qui sont linguistiquement pas complètement absurdes, qui se trouvent d'ailleurs, l'acception du terme se trouve dans un dictionnaire de bon niveau, mais ce n'était pas très précisément le terme, enfin, l'acception auquel avait pensé l'enseignant quand il a rédigé sa question. Là, on se trouve en pleine situation de rupture du contrat didactique. Vous me suivez ? Les étudiants ne vont pas échouer parce qu'ils ne connaissent pas la chimie, ils vont échouer parce qu'ils n'ont pas vraiment su décoder ce que l'enseignant attendait tacitement pour démontrer qu'il maîtrise la chimie. D'accord ? Et là, on retombe sur les célèbres écrits de Bourdieu et Passeron, hein, sur l'enseignement implicite. Hein. Il y a des écrits d'Alain aussi d'ailleurs. Hein, il y a une belle phrase d'Alain sur laquelle je suis retombé il n'y a pas très longtemps, dans les propos sur l'éducation, qui disait « Quand on enseigne à demi-mot, il ne faut pas être surpris d'être à moitié compris. » Je trouve ça assez bien, assez correct. Et ici, on enseigne à demi-mot, c'est-à-dire on ne dit pas tout, volontairement ou involontairement. Et puis, c'est ce pas tout et ce décodage de l'implicite qui va expliquer prioritairement les difficultés des étudiants.
Je l'ai refait en français avec un collègue linguiste et on arrive plus ou moins à des choses équivalentes. Hein, par exemple, sur le explique, qui a l'air simple pourtant. On se disait, mais enfin, quand même, explique, même des Belges doivent pouvoir comprendre ce dont il s'agit. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que si vous allez dans le trésor de la langue française informatisé, qui est disponible sur Internet, vous verrez qu'il y a, je ne sais plus combien, une dizaine d'acceptions de explique. Il y a une première acception qui est de sens commun, qui est de dire décrit, raconte. Hein, comme vous dites à votre enfant, explique-moi ce que tu as fait aujourd'hui à l'école, bah, vous lui dites raconte. D'accord ? Sauf que l'enseignant ici a utilisé le verbe d'action explique dans un sens tout à fait particulier, qui est le sens 6 du trésor de la langue française informatisée, qui est identifie les causes du phénomène, qui n'est pas du tout de même nature que quand votre enfant rentre dans l'école. Explique-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Les causes de mon comportement sont ceci. D'accord ? Bon, voilà. Donc, c'est assez connu. Alors, vous allez me dire, maintenant, soyons plus constructifs, puisque Médiane est aussi là pour, si j'ai bien compris, faire évoluer positivement les pratiques pédagogiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'espérer favoriser plutôt une approche en profondeur via, je vais revenir, à la fois nos pratiques d'évaluation, mais aussi les perceptions que les étudiants s'en font. Ben, c'est pas très compliqué, c'est juste l'inverse. Alors, c'est d'expliciter au maximum son contrat didactique, de mettre toutes les cartes sur la table. Mettre toutes les cartes sur la table, comme disait d'ailleurs Antibi, le célèbre professeur de mathématiques qui a lancé son vaste courant, l'évaluation par contrat de confiance, c'est tout simplement que les preuves d'évaluation correspondent à ce qui a déjà été fait en classe. Point. Ben oui, c'est la meilleure manière de s'assurer qu'effectivement tout est clair, tout est compris. Ben, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait avec éventuellement des modifications de forme, de contenu, etc., etc. Mais voilà. Donc un contrat explicite. Et je vous donnerai quelques indications tout à l'heure sur les méthodes d'explicitation. Alors, c'est plus délicat parce que ce n'est pas automatique, mais le fait de privilégier des méthodes d'évaluation qui sont plutôt ouvertes. Donc, qui ne sont pas fermées, qui ne sont pas centrées sur des restitutions de faits. Bah, l'examen à livre ouvert en est un bel exemple, bien sûr, qui n'est pas nécessairement facile à gérer, surtout s'il est seul au sein d'un programme, parce qu'alors les étudiants se disent, bon, celui-là, on verra après, je pourrai... je suis tombé il y a pas longtemps sur un... Parce que moi, je fais parfois certains examens à livre ouvert, sur un étudiant qui s'était dit, ben oui, mais moi, j'ai tellement d'autres choses à faire en termes de mémorisation, que là, je me suis dit, j'aurai le temps de lire pendant l'examen. Je dis non, oui, c'est vrai, si on avait fait un examen de 14 heures, mais comme l'examen n'était que 2 heures, le temps de retrouver, etc. Donc ça doit quand même se préparer aussi. Des questions ouvertes, des travaux, on reviendra sur la question du portfolio, etc., etc. Une évaluation qui est centrée sur la compréhension, autant que faire se peut. Alors vous allez me dire, bah oui, bah, ça c'est évident. Bah, c'est pas si évident que ça. Je vous montrerai une petite recherche qui tend à montrer quand même que parfois on évalue un peu au poids. C'est-à-dire que plus l'étudiant en remet, bah, plus on va accorder quand même un peu de points. Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Quand est-ce qu'il vous arrive de mettre 0 ? Quand il n'y a rien. Dès qu'il y a un petit quelque chose, dites « Ah oui, ouais, c'est complètement stupide, mais... » il y avait peut-être un petit lien à faire entre ça et ça. Donc le type, il n'est pas idiot, il se dit « Ah ah !» Donc je peux quand même essayer d'épater la galerie en en mettant, etc. On en reparlera tout à l'heure. Tout ce qui est aussi évaluation authentique, l'évaluation qui sont réalisées dans des contextes significatifs, j'en donnerai un exemple tout à l'heure également. Alors peut-être que, avant de passer à la troisième partie, je voudrais insister là-dessus. Les recherches les plus récentes, au départ, les gens qui ont travaillé sur les approches, etc., travaillaient surtout sur les descriptions de dispositifs qu'ils essayaient de mettre en relation avec les stratégies auto-rapportées des étudiants aussi. On s'est aperçu qu'il manquait quelque chose dans l'équation. Il faut bien sûr partir des descriptions des dispositifs. Il faut évidemment s'interroger sur les pratiques étudiantes, mais entre les deux, il faut aussi s'interroger sur les perceptions
que les étudiants ont des dispositifs. C'est une variable médiatrice qui est finalement plus importante que leur pratique. Ils peuvent mal comprendre le sens, la portée d'un dispositif pédagogique. Donc, ce qu'on tend à considérer à l'heure actuelle, que c'est bien la manière dont les étudiants perçoivent les outils qui détermine le comportement, pas les outils. Ça, c'est important. Hein. Ne croyez pas que vous allez mettre en place un dispositif, vous avez utilisé un outil, que ça va ipso facto favoriser telle ou telle approche. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, un exemple sur lequel je viens de travailler, il y a d'ailleurs une publication tout à fait intéressante dans le numéro d'évaluer de l'année passée, c'est les perceptions que peuvent avoir les étudiants sur un portfolio. Quand on interroge, et c'est ce qu'on a fait, on a pris 3 expériences de portfolio à Genève, à Namur, et une 3e qui m'échappe là pour le moment, mais peu importe. Non, 2 à Genève et 1 à Namur. Et on a d'abord interrogé les innovateurs ou les concepteurs de la mise en place du portfolio. Et là, on a eu le discours habituel. Hein, on veut responsabiliser les étudiants sur sur l'idée qu'ils sont quand même aussi en partie les mieux placés pour savoir s'ils ont ou pas acquis un certain nombre de choses, et blablabla, etc. Donc tout ça semble très beau. Et quand on leur a demandé qu'est-ce que vous espérez de ça, ben, c'est évidemment que les étudiants comprennent notre message et se conduisent aussi en adultes quand ils rendent compte dans leur portfolio de leurs acquisitions. Alors tout ça c'est très beau, à condition que les étudiants en aient la même perception. Et dans au moins une des expériences, on s'est aperçu qu'entre les représentations des concepteurs de l'outil et les représentations des utilisateurs, il y avait une différence assez importante, notamment en termes de visée. Les concepteurs avaient pensé le portfolio comme ayant surtout des visées de développement, d'accord ? Je m'excuse, je me suis aperçu, mais beaucoup trop tard, que les petites croix, il faut changer la couleur. Ça, c'est la perception des concepteurs, donc c'est en bleu. Et ça, c'est la conception des étudiants, donc c'est en orange. Alors que, quand on interrogeait les étudiants, ils nous disaient ceci, « Oh oui, mais ça, c'est leur discours. Ça. » Mais en fait, ils vont aller lire ce qu'on a écrit, et à partir de ce qu'on a écrit, même s'ils disent que ça soi-disant ça n'interviendra pas ou pas trop dans l'évaluation, ils vont se faire une image de nous, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. On sait qu'en matière d'évaluation, l'effet de halo est assez important. Ça veut dire que même si vous dites aux étudiants, écoutez, je vais prendre connaissance de votre portfolio, mais ça n'influencera en rien mon jugement, c'est de la blague. Ben oui, il faut assumer, etc. Et donc, cet écart-là entre les conceptions des formateurs et des concepteurs et la conception ou la perception qu'en ont les étudiants, ben, expliquer pourquoi, en définitive, le portfolio, au lieu d'avoir des effets plutôt favorables à l'apprentissage en profondeur, avait plutôt des effets favorables à une approche stratégique. C'est fou, hein ? Ça veut dire que quand ils remplissaient leur portfolio, ils ne se disaient pas « qu'est-ce que j'ai appris ?» avec une forme de sincérité, ils se disaient « qu'est-ce que je devrais dire que j'ai appris pour qu'ils soient contents ?» Alors là, évidemment, quand on a montré ça aux concepteurs, ils se sont effondrés. Hein, on a dû leur offrir quelques bières pour qu'ils se remettent. Bon, mais c'est fait. Et soyons justes aussi d'ailleurs avec les QCM. Il n'est pas impossible de faire de bons QCM. Par exemple, alors, tout simplement en imaginant la réponse A, la réponse B, la réponse C, et puis après la réponse A et B, A et C, A, B et C. Déjà ça a l'air du détail, mais ça introduit un minimum de complexité dans quelque chose qui a l'air de pas vraiment en être très caractérisé. Voilà. Deuxième partie étant terminée, est-ce qu'on fait peut-être déjà une petite salve de questions avant la troisième, ou pas? Des questions, des réactions? Oui? Oui? Alors, ça c'est... d'ailleurs, dans ma troisième partie, c'est fantastique. En fait, on s'était entendu pour qu'elle pose une question introduisant la troisième partie. C'est toutes les évaluations qui sont réalisées au plus près possible des conditions professionnelles. C'est pour ça qu'on parle d'authentique. Vous voyez, elles sont, par exemple,
dans le domaine de la santé, maintenant, on a des évaluations assez sophistiquées avec des situations cliniques où on a des acteurs qui jouent les patients. « Oh, j'ai mal au foie !» Des étudiants qui sont filmés, l'acteur est filmé aussi, et puis il y a un débriefing. Ça, on est quand même assez proche. C'est encore semi-authentique, mais on est proche de la situation professionnelle visée. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Oui. Bonjour, merci. C'était par rapport à la différence entre la surface et la profondeur. Oui. Là, on voit la mémorisation comme la surface et la compréhension comme la profondeur. On se trouve déjà dans les deux premières strates de Bloom. Et ce que je voulais poser comme question, j'étais pas forcément... Est-ce que c'est juste que la compréhension, c'est juste une réorganisation de la mémorisation, mais si je mémorise quelque chose, mais je suis en capacité de tourner ça différemment, ou montrer ça dans une autre manière dans laquelle c'était expliqué au début, ça montre une compréhension pour vous? Tout à fait. Donc ça veut dire que ça reste quand même sur la mémorisation, mais c'est juste de ne pas réciter en tant que tel comme c'était présenté. Oui. Ben, alors, c'est d'ailleurs une des critiques qui leur a été faite, c'est qu'ils ont d'abord travaillé sur essentiellement de programmes de sciences humaines et sociales. Et on s'est rendu compte quand même que ça dépendait aussi un peu des disciplines, et que dans certaines disciplines, il y avait des phases de mémorisation qui étaient nécessaires, et que la mémorisation pouvait d'ailleurs être un moment dans l'appropriation personnelle. Et d'ailleurs, il y a eu une thèse il y a quelques mois tout à fait passionnante qui a été défendue à l'ENS de Lyon sur les pratiques d'études des étudiants étrangers chinois, que l'on dit plutôt enclin à développer des approches en surface en termes de mémorisation. En fait, on s'aperçoit que quand on va un peu creuser les choses, c'est une forme de mémorisation qui est déjà vers la compréhension, dans la mesure où, comme vous dites, ils sont en train déjà de réorganiser, à certains d'entre eux en tout cas, les choses à leur manière. Mais c'est vrai qu'ils passent d'abord par une phase où ils se mettent dans la tête un certain nombre de choses, et dans un certain nombre de disciplines, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas faire de l'apprentissage par problème en santé si vous n'avez pas des connaissances d'anatomie qui sont bien stabilisées et que vous devez en permanence aller voir sur un squelette où se situe le fémur, c'est un peu compliqué. Donc, c'est à nuancer. Donc, c'est vrai que dans certaines disciplines et pour certains étudiants, ce n'est pas à couper au couteau comme ça. On peut avoir une forme de mémorisation qui est une étape ou qui est une première forme de compréhension personnelle. Ce qui est important dans les approches, c'est de faire parler les étudiants en leur demandant quel est leur projet. C'est ce qui marche le mieux, c'est-à-dire ce à quoi ils veulent aboutir. Et là, vous verrez tout de suite dans leur discours qu'il y a effectivement quand même des choses assez différentes. Moi, je le vois chaque fois qu'on refait une petite étude là-dessus, dans le même programme, dans la même faculté, ils vont vous dire des choses radicalement différentes parce qu'en fait, et c'est ça l'intérêt de la notion d'approche, ils ne se positionnent pas par rapport à l'apprentissage de la même manière. Pour toute une série de raisons, il y a une recherche par exemple assez originale qui montre que ceux qui ont eu une scolarité dans des écoles plutôt à pédagogie active, de type Freinet, Montessori, De Crowley, etc., ont plutôt aussi tendance à avoir un a priori positif vers l'approche en profondeur. C'est pas étonnant, hein. On leur a appris à être eux-mêmes, à s'exprimer, à faire part de leur point de vue, etc., etc. Et au contraire, ceux qui ont une scolarité beaucoup plus traditionnelle et beaucoup plus classique ont tendance aussi à favoriser, en tout cas à privilégier au départ une approche en surface. Oui. Okay. Merci pour les autres. Très intéressant. Je viens de comprendre, pas tout à fait aujourd'hui, mais que vraiment l'évaluation c'est très important parce qu'on va, comme d'abord c'est pas facile à monter les cours parce qu'il faut réfléchir à comment on va évaluer. Ça change tout. Oui. La façon d'évaluer, ça change aussi comment on va. Et en plus, quand on essaye de mesurer précisément une chose, comme vous venez d'expliquer, on va modifier la façon, comme le principe de l'Institut de Heidelberg. On ne peut pas mesurer à la millimètre parce qu'on va
Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous en pensez de l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs? C'est-à-dire, si on laisse eux-mêmes s'évaluer, est-ce que ça peut faire peut-être des évaluations ou des apprentissages plus honnêtes? Parce qu'on dit on va tous dialoguer entre tous, sans un machin descendant. C'est ça la question. Auto-évaluation, évaluation par les pairs. C'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. C'est un sujet qui est compliqué parce que l'évaluation, c'est à la fois un acte qui est posé en regard de ses objectifs de formation vis-à-vis de l'étudiant ou des étudiants. C'est quand même aussi dans nos systèmes d'enseignement tels qu'ils fonctionnent à l'heure actuelle, un acte qui est posé vis-à-vis de l'extérieur. C'est un acte de certification aussi. Donc on certifie à des milieux professionnels, en particulier chez nous, dans l'enseignement supérieur, que les personnes ont effectivement acquis ce qu'elles étaient censées acquérir, au point de, normalement, exercer tel ou tel type de métier de manière satisfaisante. Donc, dans cette logique-là, une auto-évaluation par les pairs seule n'a pas de sens. Sauf si elle était outillée par des grilles extrêmement précises, extrêmement pointues. Mais alors, on est un peu sur l'injonction paradoxale, c'est-à-dire évaluez-vous vous-même, mais en tenant compte de mes critères, ce qui est inévitable. Je pense qu'on doit l'assumer en tant que responsable, mais on a quand même un petit problème là d'injonction paradoxale. Donc je pense que la plupart des expériences, en tout cas que je connais, font un mixte. C'est-à-dire une auto-évaluation, par exemple, qui peut être une évaluation intermédiaire, préparatoire à une évaluation certificative qui, par définition, me semble-t-il, doit être en partie externe. Vous voyez? Vous ne pouvez pas... Et alors, si j'en reviens à mon dada, je crois que je commence à vous lasser, je vais bientôt arrêter, de la perception qu'en ont les étudiants. On sait, par exemple, que quand on fait des évaluations par les pairs, la convivialité sociale fait qu'il est assez difficile d'avoir des évaluations négatives. Parce que, ben voilà, il y a une espèce de contrat tacite qui fait que je t'évaluerai pas trop mal, s'il te plaît. Prends-en vraiment toute la mesure quand toi tu auras à m'évaluer aussi. Et on a des évaluations qui sont assez systématiquement surévaluées, pas parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a des lacunes, mais parce qu'il y a des enjeux sociaux qui sont importants, et qui sont d'ailleurs effectivement importants. Donc c'est un sujet assez compliqué, où parfois je trouve qu'on a un petit peu de naïveté quand on organise ce genre de choses, encore une fois, en l'absence de prise en compte des vraies perceptions et des vrais enjeux qu'ont les étudiants. Bon, ce n'est pas vraiment une réponse très satisfaisante, mais c'est une première réponse. Oui? Je tenais à vous remercier pour cette présentation très éclairante. Elle n'est pas finie. Ce qu'il dit, tant mieux. Hop, ça allait. Vraiment, tant mieux. Alors, j'aurais une petite question qui risque de me faire passer pour un révolutionnaire bolchevique, mais... Pour le moment, c'est pas terrible, ça. Je vous le déconseille. En fait, j'ai le sentiment qu'on aborde les choses de manière très individuelle, en fait. Oui. Et j'ai du mal à pas projeter ces questions-là d'un point de vue systémique et m'interroger sur la manière dont on a vraiment une marge de manœuvre sur l'innovation par l'évaluation, sachant que c'est souvent une question de culture d'école, que souvent on s'attend, par exemple, l'administration s'attend à ce qu'on remette des notes sur 20, tout simplement, que l'école elle-même peut être soumise à des exigences, par exemple, par les organismes d'accréditation. Oui. Donc nous, avec toute la bonne volonté dont on peut faire preuve, à votre avis, j'aimerais votre avis en profondeur et stratégique, hein, si possible. Dans quelle mesure, nous, on peut essayer de s'émanciper de ces problèmes et essayer de proposer quelque chose qui soit à la fois applicable et intéressant? Non, vous avez raison de dire qu'on travaille tous dans des conditions institutionnelles qui font qu'on n'a pas une marge de manœuvre qui est de 100%. Ceci étant, on en a des marges de manœuvre. Par exemple, moi j'ai un collègue moi, qui passe par 4 lettres et puis qui dit aux étudiants, pour mon administration, j'en fais des chiffres. Mais il n'y a aucune différence entre 16, 17, 18, 19, 20.
Voilà, vous pouvez le dire, ça. Ça veut dire que vous calmez déjà le jeu sur un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'on a quand même parfois des marges qui existent. Alors, vous avez raison, par exemple, le diplôme, il est individuel. C'est une conception. Donc, ça veut dire que l'évaluation est pour partie individuelle. Mais rien ne vous empêche de dire que dans les critères même d'évaluation, la capacité à produire un travail de groupe en fait partie. Je pense que dans certains métiers, très honnêtement, c'est essentiel. D'accord ? J'évoquerai tout à l'heure, si j'ai le temps, une réforme de programme de la faculté d'ingénieurs de l'Université de Bruxelles qui s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un écart entre les attentes du monde professionnel qui étaient exprimées parfois en ce qu'on appelle maintenant les soft skills, hein, la capacité d'animer un groupe. Ben oui, mais c'était il y a 20 ans, ça. Et puis ils se sont rendus compte que dans leur formation à eux, quand est-ce qu'on demandait aux étudiants d'animer un groupe, ben, demander, c'est pas demander comme ça pour faire plaisir. Et que cette compétence-là était véritablement intégrée dans l'obtention d'un certain nombre de crédits. Rarement. Donc ils ont mis en place de l'apprentissage par problème pour les blocs 1, les années 1, mais piloté par un étudiant de l'année 4. Et cet étudiant de l'année 4 obtient un crédit d'animation de groupe parce qu'il a, s'il le fait bien, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous avez aussi une marge de manœuvre. Hein, vous pouvez, dans une approche programme collégiale, essayer de voir comment vous pouvez faire évoluer votre système dans les marges qui sont les marges institutionnelles. Ça, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas absolument faire ce qu'on veut, mais je pense qu'on doit s'autoriser quand même à avoir un certain nombre de libertés par rapport à ça. C'est une réponse un peu de Normand, hein, ou de jésuite, mais, mais c'est la seule manière de faire, en tout cas. Merci. On constate aussi, par exemple, que les facteurs d'influence, c'est le good teaching. Ouais. Mais le good teaching, est-ce qu'il ne dépend pas aussi de la condition des profs en école et du temps qu'on leur accorde pour travailler sur leurs cours? Et puis il y a aussi la question du workload qui est abordée de manière globale par les étudiants. Et ça, personnellement, moi je ne suis pas au courant de ce que font mes collègues, hein, ce qu'ils leur donnent comme travail. Et j'ai remarqué que quand j'ajuste en fait, le workload sur ma matière, qui est peut-être potentiellement un peu allégé par rapport à d'autres collègues, les étudiants ont tendance à laisser un peu de côté ma matière, sachant que c'est du marketing. Hein. Et laisser ça un petit peu sur la fin, se dire voilà, ça va me prendre une soirée à la dernière minute et ça va passer. Voilà. Oui, mais c'est pour ça que là, je pense que les animateurs de médiane qui vont prendre... Là, je pense qu'il y a maintenant, il n'y a plus personne maintenant qui pense à une réforme dans l'enseignement supérieur qui ne soit pas une réforme de programme. Ce qu'on appelle l'approche programme, c'est-à-dire on met autour de la table les enseignants qui interviennent dans un programme donné, telle formation, etc., etc. Et ce genre de questions-là, par exemple, même individuelles, est-ce que je peux, moi, dans quelle mesure est-ce que vous allez me soutenir si je fais une évaluation par livre ouvert? Dans quelle mesure ça va s'intégrer si, prenons un exemple un peu facile, les classes inversées. Mais si tout le monde en fait, on ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire que la journée, il n'y aura rien et ils seront tous sur les vidéos le soir, etc. Donc tout ça doit se concevoir en termes d'équipe pédagogique. C'est sans doute le progrès le plus important qui a été fait, ou qui est à faire, ou qui se fera dans les années à venir, c'est de se dire, je ne suis pas tout seul, sinon je ne peux rien faire tout seul quasiment. Je fais partie d'un groupe, d'un collectif, et nous visons d'ailleurs ensemble un certain nombre d'objectifs et de finalités de formation commune. En dehors de ça, on ne s'en sortira pas. Oui, c'est toi qui décides, c'est toi le chef. Hein. Ça ne se voit pas sur ma feuille de salaire. Hein. Ah ben ça... C'est très stratégique ça. Oui, donc une question et une remarque. La conception dualiste, est-ce qu'elle n'est pas, disons, davantage encouragée dans les formations d'ingénieurs? Parce que dans les formations en sciences sociales, comme on sait que les outils perturbent l'objet qu'on regarde, c'est bien évident que tout regard doit être situé. Donc il ne peut pas y avoir vrai ou faux, enfin même dans certains domaines.
Vrai ou faux, ça n'a juste pas de sens. En fait, certains considèrent que ça n'a pas de sens. Oui. Et on utilise plutôt, disons, une approche perspectiviste plutôt que relativiste, parce qu'il ne s'agit pas d'être relativiste non plus. Il y a quand même de la vérité et de l'objectivité. Et donc, est-ce que ça se voit donc, première question, est-ce que ça se voit dans les études? Deux, comment ça se surmonte? Parce que les étudiants attendent du vrai et du faux. En tout cas, moi, c'est ma perception. Et donc, quand ils sont confrontés aux sciences sociales, ils se disent, mais il est où le vrai, il est où le faux? Et ça les perturbe. Et c'est pas évident de savoir comment reprendre ça. Donc, voilà, premier élément. Et deuxième élément, c'est plutôt sur les solutions. Moi, j'aurais ajouté faire les critères de l'évaluation avec les étudiants. Parce que je l'ai fait récemment, là. Je leur fais faire l'exercice. Je leur dis, voyez, ça, vous avez vu, vous n'êtes pas fort là-dessus. Vous le constatez vous-même. Ben, c'est là-dessus que je vais vous évaluer. Et les étudiants, et c'était avec tout un amphi, et les étudiants, ils étaient là, ah bah oui monsieur, ah bah oui monsieur. Donc, et donc là, les critères, on a un alignement qui est, je dirais pas parfait, parce qu'il y a ceux qui n'étaient pas là, évidemment, mais on a un alignement qui est quand même, disons, renforcé. Oui, je commence par la deuxième qui est plus facile que la première. Ce que vous décrivez là, c'est une situation dans laquelle vous mettez en avant avec les étudiants des critères que vous avez quand même dans la tête. Parce que, en principe, je reviens au basique de l'évaluation. L'évaluation, c'est quoi? C'est de vérifier si l'atteinte des objectifs d'enseignement s'observe. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire d'évaluation sans objectifs. Les objectifs, ils sont chez vous, ils ne sont pas chez les étudiants. Donc, quand vous dites, regardez, vous avez encore ce critère, vous le dites par rapport quand même à vos objectifs d'enseignement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, la clarification, je dirais qu'elle intervient souvent un peu tard quand on parle de critères d'évaluation. Elle devrait être faite au début en termes d'objectifs d'enseignement, puisque, en principe, les critères d'évaluation vont découler logiquement et uniquement des objectifs d'enseignement. Et vous ne pouvez pas commencer à évaluer sur quelque chose que vous n'avez pas travaillé. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord? Donc, ce que vous faites avec vos étudiants, c'est que vous éclairez, c'est quand même un peu vos critères. Et ça, c'est une très bonne idée, hein, effectivement. Je vais d'ailleurs montrer un dispositif ou l'autre où on les fait prendre conscience sur des productions effectives, qu'effectivement, les critères sont ceux-là. Mais ils viennent quand même normalement de ce que vous cherchez à leur faire apprendre, qui ne peut pas être réductible à ce qu'ils souhaitent apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Exact. Tout à fait. Ça. Oui, mais non, il y a quand même la première aussi. C'est qui est une... Non, c'est une vraie, très bonne question. Et je pense que pour le moment, elle devient particulièrement cruciale avec tout ce qu'on entend sur la post-vérité, etc. Donc, c'est sûr que, et je voudrais peut-être corriger ça si je l'ai mal expliqué, quand on parle de relativisme, c'est pas le relativisme à tout va, c'est-à-dire tout le monde peut avoir un avis, moi je peux en avoir un avis. D'ailleurs, Perry déjà avait montré que quand il bascule du dualisme au relativisme, certains étudiants vont un peu trop vite en besogne en disant, au fond, puisque plusieurs avis sont possibles, moi j'ai le mien. Et sur Facebook, j'ai vu que, alors on dit, wow, un instant, le relativisme épistémologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je dis est relatif au modèle et au cadre dans lequel je dis ce que je dis. Ça ne veut pas dire est relatif dans le sens ne vaut rien. C'est attaché en économie, si vous êtes plutôt un keynésien par exemple, vous avez un modèle, un paradigme économique qui vous fait dire des choses de cette nature-là. Est-ce que c'est plus vrai qu'autre chose que vous pourriez dire si vous êtes dans un autre paradigme? C'est là que ça se complexifie. Et là, vous avez raison de dire, c'est probablement quand même un peu différent entre les sciences de la nature, comme on disait avant, et les sciences humaines ou sociales. Quoique pas complètement. J'ai vu demain après-midi, il y a un bel atelier, je ne serai malheureusement plus là, sur l'enseignement des controverses. Hein? C'est vous? Ah ben c'est fantastique. Voilà. Donc vous posez des questions, vous avez les réponses. Mais c'est Bruno Latour.
Oui, mais par exemple, moi j'aime bien parfois de les provoquer. Je leur donne un cours, je donne à certains de mes étudiants un cours, par exemple. Alors moi je suis en formation d'enseignant, master enseignement, donc je donne un cours divisé en deux heures. Je vois pendant la première heure une théorie d'un certain type sur l'intelligence, par exemple. Hein, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Et je prends carrément l'optique Binet-Simon, QI, etc., etc. Puis petite pause, etc. Et puis ils reviennent et je dis voilà, maintenant on va voir une autre théorie et je prends la théorie Garner, intelligence multiple, etc. Et il y en a qui me disent oh wow wow, c'est laquelle la bonne? Et je dis non. Vous ne m'aurez pas comme ça, ce n'est pas une bonne, une mauvaise, c'est historiquement on a d'abord pensé que, et puis il y a eu un certain nombre de limites, et puis on en est là. Ceci dit, même la théorie de Garner à l'heure actuelle, elle est fortement critiquée. Il semblerait malgré tout qu'il y ait une espèce de facteur G qui soit éventuellement commun, etc. Donc je crois que c'est par petit à coup comme ça, où ils sont un peu déstabilisés, qu'on peut effectivement faire accéder au dualisme. Et parfois j'en ai qui sont terribles, hein, même alors quand on quitte l'amphi. J'en ai eu un jour qui est venu tout près de moi, je voyais bien qu'il voulait me demander quelque chose, et il me dit « Et vous ? La meilleure pour vous, c'est laquelle ?» Je dis « Ah, ça !» Donc c'est sûr que là, lui, il n'était pas encore au stade où... Le stade le plus important, c'est où on doit assumer son propre cadre personnel. Et ça, c'est vraiment... Il faut du temps. Ce n'est pas en début d'enseignement supérieur, c'est souvent en 3e, 4e, 5e année. Et c'est petit à petit. Mais alors, voilà, y compris par des dispositifs comme l'enseignement par les controverses. Donc voilà, je vous conseille d'aller à son atelier. Bon, il n'y en a plus. Mais je vais aller très vite alors. Pas trop vite? Bon, alors, maintenant, soyons constructifs, même si déjà vous l'avez été pas mal. On devrait alors veiller à quoi? Alors, ça vous l'avez compris, je pense, et on en a déjà parlé, donc vraiment je peux aller plus vite, à vraiment clarifier son contrat didactique. D'accord? Il n'y a rien d'évident pour les étudiants, même si c'est évident pour nous. Et donc, dans la lignée du mouvement anglo-saxon, le visible learning, c'est-à-dire rendre aux étudiants parfaitement visible votre fonctionnement d'enseignant, qu'ils puissent quelque part se mettre à votre place. Raison pour laquelle, effectivement, vous avez raison, des dispositifs comme eux-mêmes pointer sur une production des failles ou des manques en fonction des critères annoncés, ça peut être très utile. Ce que je fais de temps en temps aussi, par exemple, c'est demander, mais alors à la fin d'un cours, à mes étudiants de créer eux-mêmes des questions d'évaluation. Vous voyez? Ça veut dire que, puisque les objectifs, j'espère, ont été clarifiés, ils devraient être capables eux-mêmes de produire ce qui permettra de vérifier que les objectifs sont atteints. Bon, je vais passer, ce sera dans le PowerPoint, vous avez quantité de dispositifs de ce type-là, notamment un dispositif qui a été non seulement testé, mais dont on a aussi mesuré les effets, c'est un dispositif anglais. Ça, c'est typique, hein, ça. Donc, on a un enseignement qui est évalué par un travail à rendre. Les enseignants se rendent compte que manifestement le travail ne répond pas toujours aux critères qu'ils avaient eux édictés, même s'ils ont été annoncés. Et ils décident donc de faire quelque chose qu'on devrait faire plus souvent, à savoir mettre l'étudiant en posture d'évaluation lui-même. Donc ils distribuent des travaux des années antérieures, contrastés, hein, et ils demandent aux étudiants, mettez-vous à ma place et lisez ces travaux par rapport aux objectifs que je vous ai annoncés et essayez, en petits groupes, de dire ce qui va pas, ce en quoi ce travail rencontre ou ne rencontre pas tel ou tel critère, etc., etc. Les petits groupes travaillent, il y a une synthèse qui est réalisée en grand groupe, ce qui donne à l'enseignant l'occasion de réexpliquer éventuellement ces critères. Et le travail définitif est accompagné d'une fiche d'auto-évaluation qui est évidemment identique à la fiche de critères qui est annoncée. Vous voyez que, l'air de rien, ce petit dispositif, je pense que c'est au total, si mes souvenirs sont bons, 2 heures de travail, hein, avec quand même 1 heure de travail par l'étudiant en préalable à la lecture des travaux, fait gagner 15% de réussite. Tout simplement parce que les choses sont plus claires.
elles sont communiquées au point d'être comprises. Et ça, c'est vrai que communiquer ces critères, c'est souvent trop peu. C'est des connaissances pour lesquelles il faut vraiment mettre en place des dispositifs beaucoup plus actifs. Bon, ça, c'est un autre. Deuxième grand défi, récompenser effectivement l'apprentissage en profondeur. Alors, vous allez me dire, bah oui, hein. Ah, bah pas toujours. Pas toujours, parce que par exemple, si vous voulez vraiment récompenser la créativité, si vous voulez récompenser la pensée divergente, il faudra accepter la pensée divergente. Il faudra fermement être en mesure de récompenser un étudiant qui imagine une solution, même si en réalité, techniquement, elle est peut-être sans avenir, mais en tout cas, il a déjà imaginé une façon divergente de poser le problème. Et je vous assure que ça, dans notre conception de l'enseignement comme étant une espèce de reproduction du maître à élève, c'est pas facile. Vous pouvez dire que c'est facile, ce n'est pas. Il n'y a qu'à voir. Il y a eu des études, par exemple, qui ont porté sur les enseignants, vous savez, qui disent à leurs étudiants, vous savez, petits amis, on est ici dans l'enseignement supérieur, temple de la pensée libre et critique. Vos réponses, hein. Allez, on n'est plus à l'école primaire, exprimez-les dans vos propres mots. C'est faux. C'est faux. On a pris des copies, et ce qu'on a observé, c'est que quand l'étudiant se permet une espèce de paraphrase, l'enseignant lui tombe dessus en disant non, c'est pas tout à fait ça. Oui, mais alors, hein, alors on l'a fait notamment en droit, meurtre, homicide, assassinat. Alors pour un juriste, pour la victime, ça revient au même. Bon, et pour un étudiant en droit de première année, c'est pas encore parfaitement clair. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si vous dites dans vos propres mots, mais que lors de la correction, systématiquement, vous ne valorisez pas les pensées légèrement divergentes, mais ils vont vite comprendre qu'en fait, c'est, comme un étudiant me l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est dans ses propres mots, à condition qu'ils ressemblent étrangement aux siens. Et c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut travailler là-dessus. Il y avait oui, ça c'est, je l'avais déjà dit ça, il y avait une recherche assez intéressante qui avait été faite par un chercheur dont je tairai le nom parce qu'il était imprononçable, mais qui avait regardé comment les évaluateurs se positionnaient par rapport à des productions d'étudiants. Et ici, on n'a pas les trois approches, mais on a un degré, disons, d'investissement rapporté dans l'approche en profondeur ou en surface. Et il avait travaillé sur, excusez-moi, c'est vraiment trop petit là, sur deux types de critères, à savoir la qualité de la réponse et la quantité de données que l'étudiant faisait intervenir dans sa réponse, qui est un petit peu différent quand même. Alors, pour la qualité de la réponse, tout va bien. La réponse est d'autant plus satisfaisante que l'étudiant a rapporté une approche en profondeur de la matière. Vous me suivez? Ça veut dire qu'au fond, là, ce sont des critères qualitatifs, c'est-à-dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est adéquat, est-ce que l'argumentation est pertinente, est-ce que ça se tient, etc., etc. On a effectivement une capacité du correcteur à reconnaître l'investissement dans l'approche en profondeur et avoir une grille, hein, une échelle qui correspond effectivement à la gradation en question. Mais regardez, pour la quantité, pas du tout. Pas du tout. On a au contraire les étudiants qui déclarent le plus avoir développé une approche en profondeur, qui en réalité en mettent le moins, en termes de quantité, hein, des dates, des faits, des définitions, etc. etc. Ils se disent, ouais, bon, moi cette affaire-là, je l'ai compris, je veux juste lui expliquer en gros comment ça marche, et il sera content. Il faut être content alors. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se dire, ah ouais, ça suffit, c'est très bien, c'est fantastique, il a 20, même s'il ne m'a pas tout dit. Alors que nous avons tendance, au contraire, à se dire, non, regardez celui-ci, par exemple, hein, c'est pas d'une extrême cohérence en termes de qualité de réponse, mais il m'en a tellement dit, vous savez ça, dans les copies, hein, des étudiants qui en remettent des couches, et puis je commencerai par décrire, ça n'a rien à voir, mais paf, ils font une tartine comme ça, et vous avez un peu de mal, alors, éthiquement, à vous dire, mais quand même,
Il s'est donné tellement de peine. Il faut bien que je lui redonne un petit quelque chose. C'est une erreur. Il faudrait lui dire, clac. Faux. Enfin, pas faux. Si vous lui dites ça, attention, on retombe dans le problème relativiste. Ça n'a rien à voir, donc c'est 0. Alors il va vous dire, qu'est-ce que c'est que ça? Vous l'avez dit vous-même. Je dis oui, mais ça n'a rien à voir avec la question. Bon, bref. Troisième conclusion importante, travailler sur les dispositifs, mais aussi sur les perceptions que s'en construisent les étudiants. Ça, on ne fait pas assez. Que ce soit en matière d'enseignement ou en termes d'évaluation, accorder un peu de temps dans une discussion avec les étudiants, pas tellement pour uniquement vous expliciter votre dispositif, mais recueillir comment ils le perçoivent. Qu'est-ce que ça va vous demander comme travail? Est-ce que ça va vous inciter à utiliser des stratégies particulières, etc., etc. Il faut vraiment travailler sur ces questions-là, sinon vous aurez des problèmes un peu plus tard. Et enfin, c'est le thème des journées, hein, le fameux alignement. Je préfère le terme cohérence personnellement, mais chacun a ses vocables. Le fameux alignement, c'est-à-dire qu'il faut que l'étudiant perçoive de la cohérence entre le contexte de formation, en ce compris donc les visées professionnelles, les finalités du programme et de l'enseignement, les méthodes et les procédures d'évaluation qui s'en suivent. Alors, un petit exemple. Il faut quand même que je termine, moi. Hein. Un petit exemple. Alors ça, je sais que c'est assez polémique en France, donc je vais lancer la polémique avant l'apéro. Comment est-ce que les gens cherchent à l'heure actuelle, hein? Comment allez-vous faire pour trouver l'information? Je peux appeler un ami. Voilà une façon de chercher. Voilà une autre façon de chercher qui est très connue, c'est d'aller sur Internet. Est-ce que ça a encore du sens, si je reviens à ma cohérence, contexte, finalité, méthode, évaluation, est-ce que ça a encore du sens d'interdire l'accès à Internet lors des évaluations? Il y en a, en Belgique en tout cas, qui disent bien sûr que oui. Hein, il faut qu'ils apprennent. Alors que les professionnels qu'on vise à former, eux-mêmes, seront probablement pour partie, pas entièrement bien sûr, à gérer leurs problèmes en se basant sur des sources Internet. Voilà. Donc, à réfléchir. Je vous mets ce beau petit passage du rapport de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur qui date quand même de 2015 et qui concluait, cela fait maintenant plusieurs décennies qu'on autorise les calculatrices dans les examens, l'étape suivante est d'autoriser les ordinateurs avec accès total à Internet. Alors, accès total à Internet, ça veut dire peut-être aussi accès à leurs cours, à leur prise de notes, au polycopier de l'enseignant. Oui, mais ça, c'est la vie. Vous voyez, Voilà, c'est parti. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Mais... Ah, attendez, on n'est pas encore à l'apéro. Hein. Parce qu'ils sont partis, eux, là. Bon. Et puis... et voilà, parce que vous avez posé une question tout à l'heure là sur la question de l'évaluation authentique. C'est ça l'évaluation. Alors voilà, ici par exemple, c'est une série de collègues en vétérinaire qui se sont dit ok, on va revoir nos enseignements, hein, tu les connais bien, et ça c'est fantastique. Et puis ils se sont aperçus, parce que le belge est lent, qu'ils n'avaient pas suffisamment pensé, ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire à revoir aussi leur procédure d'évaluation. Ceci dit, le hollandais est lent aussi. Les premières tentatives en Europe d'apprentissage par problème, c'est l'université de Maastricht, en médecine. Et ils avaient tout simplement organisé des apprentissages par problème, et puis ils continuaient à évaluer les apprentissages des étudiants de l'ancienne façon. Ce qui a provoqué quelque chose d'assez étonnant, c'est l'apparition d'un site pirate annexe, bien sûr, à l'université, où les étudiants mettaient à la fois le problème et sa résolution. Alors qu'évidemment, on avait expliqué que ça n'avait aucun sens, parce que ce qui faisait apprendre, ce n'était pas de trouver la solution, c'était de résoudre ensemble le problème. Vous me suivez? Encore un exemple où ils n'avaient pas compris entièrement le ressort même de la méthode, et surtout, comme ils savaient qu'ils allaient devoir plaquer la solution à un problème en évaluation finale, ben, ils devaient évidemment s'en sortir autrement, y compris par ce site pirate. Et donc après, ils ont beaucoup travaillé sur la question, ils se sont dit, ben, essayons de nous rapprocher le plus d'une évaluation authentique, et ils ont mis en place l'évaluation par course d'obstacles.
Donc c'est mon collègue ici, Jean-Michel Van de Weert. Vous voyez ici une salle d'évaluation. C'est ça. Où vous commencez, l'étudiant entre ici et il a quelques minutes pour observer la... Attention, je me trompe toujours, c'est la jambe de cheval et pas la patte, hein, c'est ça? Oui. Ouais. D'accord? Alors, oui, ça c'est la jambe. Donc, les premiers sont avantagés parce qu'en fin de journée, en général, on va très vite. Bon, donc quelques minutes, il prend éventuellement, etc., etc. Puis alors, vous voyez, il y a 3 rangées, 1, 2, 3. Pourquoi? Parce qu'il donne cours de manière intégrée. Donc, c'est 3 enseignements qui sont mis ensemble. Et donc, ils se sont dit, et c'est là que ça va devenir difficile, ça veut dire que l'évaluation doit aussi être intégrée. Vous me suivez? Il faut être cohérent. Ça veut dire que vous faites un enseignement intégré, c'est parfait. Vous faites aussi alors une évaluation intégrée. Ouais, mais une évaluation intégrée, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire des dispositifs comme ça qui sont quand même assez complexes à mettre en œuvre. L'étudiant commence ici par le bas de la file et puis monte de 5 en 5 minutes. Et il y a en fait des questions relativement précises qui lui sont posées sur la fameuse jambe de cheval, du point de vue anatomique, du point de vue je ne sais pas quoi et du point de vue je ne sais pas quoi. D'accord? Quand il a terminé ces 3 parcours, il se retrouve en jury face aux 3 enseignants. En voilà un avec les bottes, je ne sais pas où sont les 2 autres, et où il essaye d'interpréter et d'expliquer ce qu'il peut dire d'intelligent par rapport à la maladie manifeste du cheval. Mais vous voyez jusqu'où ça va alors, hein? Ça veut dire qu'on va vers des dispositifs qui sont très lourds, qui sont très consommateurs de temps, et, parce que je n'ai pas le temps, mais est-ce qu'on est par exemple en mesure d'évaluer l'atteinte de compétences? Compétences, ça veut dire être capable de mobiliser dans des situations qui... Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que... Et certains auteurs ne sont pas loin de penser que l'enseignement supérieur était un peu présomptueux en disant qu'on allait évaluer les compétences. Ce qu'on peut voir, c'est l'émergence de certaines bouts de compétences, mais qui ne se verront en réalité que dans des situations professionnelles. On pourrait d'ailleurs en discuter aussi tout à l'heure. Donc ça, c'est un autre aspect des choses, mais là, je n'ai vraiment plus le temps. C'est dommage, mais on pourra y revenir. C'est toute la question de savoir comment on peut évaluer si on a la prétention de développer véritablement des compétences. Il faudra des modalités d'évaluation qui soient parfaitement, en tout cas, relativement compatibles avec ce défi pédagogique-là. Je vais passer tout ça aussi. Et peut-être dernière chose, c'est que, pour lancer la discussion à l'apéritif, si vous cherchez à être cohérent, je ne doute pas que ce que vous cherchez si vous êtes venu ici, et si par ailleurs vous avez la prétention d'enseigner des compétences, vous allez devoir évaluer des compétences. Très bien. Il y a un gros danger qui vous guette, c'est de commencer alors à établir des grilles. D'accord? Des usines à cases, comme on dit. Hein? C'est-à-dire de se dire, oh là là, je dois absolument essayer de voir si telle compétence est atteinte, partiellement acquise, non acquise, en voie d'acquisition, etc. Vous allez commencer à définir. Et à un moment donné, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas, on n'a plus le regard d'ensemble suffisamment justement, comment dire, valide, suffisamment correct. Et il faut assumer, je dis quelque chose qui est peut-être un peu provoquant, mais il faut assumer une part aussi de subjectivité finale. Vous voyez? Moi, je me suis retrouvé dans certains jurys où j'avais entre 15 et 20 pages à pouvoir remplir, à cocher, chacune des compétences, etc. etc. On devenait fou. Et en général, d'ailleurs, les milieux professionnels, quand vous faites des co-évaluations milieu de l'enseignement supérieur, milieu professionnel, ils vous renvoient, particulièrement dans le monde hospitalier, ils ont d'autres choses à faire pour le moment. Ils ne sont pas prêts à faire ce genre de choses. Donc il faut trouver un équilibre un peu correct entre, bien sûr, assumer sa subjectivité, l'avoir explicité, et là on retrouve la question du contrat didactique, et en même temps l'assumer jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ne pas vouloir véritablement réduire tout jugement évaluatif à une espèce d'addition
de micro-jugements sur des micro-compétences. On s'en sortira pas. Voilà, les références sont là aussi. On se connaît depuis très longtemps avec les formateurs, donc ils ont mis des publications à moi, c'est très gentil, mais ils se sont arrêtés à 2010, ce qui pourrait faire penser que je suis un vieux dinosaure. On a continué à publier, donc il y a des références un peu plus récentes. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, c'est parfait. Par rapport au cours. Le problème, c'est que des fois, on a des contraintes. Et par exemple, moi, j'ai un cours, j'ai 300 étudiants. Et je leur ai appris à modéliser des problèmes, à essayer de faire quelque chose de très concret, donc vraiment très en profondeur. Mais le problème, c'est que du coup, derrière, quand on a 300 copies à corriger, qu'on n'a qu'un seul évaluateur, c'est un peu compliqué. Et comment vous feriez-vous à ma place, par exemple? Waouh. Et comme ça, lui. Moi, je dis que, alors, ça va pas vous plaire ce que je dis, hein, Mais je le dis quand même, et puis de toute façon, après, je m'en vais. Mais je pense que l'honnêteté devrait aller jusqu'au bout, c'est-à-dire peut-être, parfois, je vais être délicat, hein, à revoir légèrement ses objectifs par rapport à ce que je pourrais faire à l'évaluation. Ben oui. Oui, parce que sinon, on va se trouver dans une situation un peu d'incohérence et pour être en délicatesse par rapport au fait qu'on va finalement, ce qui est la pire des choses en évaluation, c'est soit taper à côté de ce qu'on a cherché pendant l'enseignement, soit taper effectivement dedans, mais sans y avoir vraiment préparé les étudiants. Et c'est pour ça que merci beaucoup pour votre question, parce qu'elle termine, me semble-t-il, bien mon intervention, c'est qu'il faut garder ça en tête et l'avoir en tête dès le début. Il est tout à fait possible, je pense, moi j'ai des collègues qui réorganisent leurs objectifs même d'enseignement, tenant compte des possibilités d'évaluation qui seront les nôtres, in fine, tenant compte des exigences institutionnelles, du programme dans lequel on se trouve, etc. etc. Alors je sais bien que c'est un peu... c'est peut-être pas satisfaisant comme réponse, encore que je vois que vous notez, donc en partie satisfaisant, mais je pense qu'il faut aller jusque-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce sera la seule question, Marc, parce que le temps... Ah, bon ben voilà. Il n'y a pas de problème. C'était un plaisir.